Călin Popa de la Fundația Comunitară Oradea și în numele Culturii în Mișcare și în numele Fundației Comunitare Oradea, împreună cu Liceul Greco-Catolic Iuliu Maniu, vă doresc bun venit la această conferință excepțională pentru cultură în mișcare, unde îl avem invitat pe domnul Eric de Rus, unul din cei mai buni specialiști în filozofia și teologia lui Edith Stein. În această seară va încerca să ne o prezinte puțin pe Edith Stein, om, filozof, călugăriță, intrată în Carmel, și sper să fie pentru dumneavoastră un moment de respiro intelectual în societatea în care trăim. Vom vorbi în această seară despre arta de a educa la Edith Stein. Prin educație trebuie să înțelegem, în primul rând, chestiunea etimologică, exducere, latinul exducere, aduce în afară de, a scoate de pe drumuri bătătorite. Edith Stein vede educația ca un gest antropologic total și suntem chemați atât să educăm, cât și să ne educăm, verbul în varianta lui reflexivă, și este un act care trebuie să dureze până la sfârșitul vieții. Este o artă și nu o știință. Despre acest lucru ne va vorbi domnul Eric de Rus, care ne va face și o prezentare, deci, spuneam, a parcursului uman al lui Edith Stein. Monsieur de Rus, c'est à vous. Eu voi asigura traducerea în această seară și după conferință veți putea să îi puneți întrebări domnului Eric de Rus, atât în cadrul sălii, cât și în privat, în holul evenimentului, că sunt întrebări filozofice, că sunt întrebări teologice, care țin de Edith Stein și de arta ei de a educa. Vă mulțumesc, vă doresc o seară plăcută. Monseigneur, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureux d'être présent parmi vous ce soir. Hier, j'étais à Bucarest avec beaucoup de joie et aujourd'hui, je découvre votre ville et je suis honoré de votre invitation. On m'a conseillé de débuter cette conférence par quelques éléments de présentation biographique d'Edith Stein, parce que, me disait-on, elle n'est peut-être pas encore assez bien connue. Donc, je vais donner quelques éléments. Edith Stein naît en 1891 à Breslau, Wrocław, et elle est la benjamine d'une famille nombreuse, une famille juive, pratiquante. À l'âge de 1 an environ, elle perd son père, donc elle n'aura que très peu, voire pas de souvenirs. C'est la benjamine, et donc elle naît le jour du Yom Kippour, le jour du grand pardon. Et dira-t-elle dans la vie d'une famille juive, l'autobiographie qu'elle écrira bien plus tard dans le contexte de l'idéologie nationale-socialiste, et où elle aura, à travers cette autobiographie, à faire valoir ce qu'est une famille juive allemande, à l'inverse des caricatures nationales-socialistes. Edith Stein rappellera donc plus tard à quel point elle était pour sa mère, en tant que benjamine, née le jour du grand pardon, le Yom Kippour, en quelque sorte un signe d'élection, c'est-à-dire que sa mère très tôt avait le sentiment que cette benjamine serait sans doute destinée à de grandes choses. Edith Stein manifeste très tôt une précocité intellectuelle et en particulier une attention, une acuité pour le monde intérieur, ce qu'elle appelle le monde intérieur. Plus tard, elle appellera cela la vie de la conscience ou la vie psychique ou la vie de l'âme, ultérieurement encore. Mais déjà très tôt, elle a cette capacité d'écoute intérieure des choses. À l'école de la phénoménologie de Husserl, elle apprendra à écouter les phénomènes. C'est une juive, rappelons-le, schéma Israël, écoute Israël. C'est vraiment un être d'écoute dès le départ. Edith Stein grandit donc en tant que benjamine choyée par ses frères et sœurs, étant l'objet de l'attention de tous. Sa mère, Augusta Stein, reprend l'entreprise familiale de bois et pourvoira à la force du poignet au maintien matériel de la famille, avec une vie de foi, dans la foi juive, extrêmement intense pour la mère. Les enfants suivent au départ.
Edith Stein donc grandit dans un contexte culturel, ça c'est très important pour l'éducation, dans un contexte culturel extrêmement porteur, qui valorise la musique, qui valorise la lecture, la poésie, la réflexion. À l'âge de... Donc Edith Stein entrera assez tôt à l'école, et à l'âge de 15 ans, délibérément, elle met un point final pour elle, mais ça ne le sera pas, à son cursus scolaire, traversant une période de questionnement qui frôle à une véritable crise de conscience, puisqu'Edith Stein interroge beaucoup ce qu'elle reçoit de ce milieu, et notamment de la foi juive. Et à 15 ans, elle rejoindra l'une de ses sœurs, Else, à Hambourg, cessant donc ses études. Pendant ce séjour, Edith Stein le dira plus tard, sa sœur Else et son mari étaient incroyants. Ils avaient cessé toute pratique de la foi juive, et pour le mari de Else en tout cas, s'était installé vraiment dans une forme d'incroyance fermement avérée. Et Edith Stein dit qu'à cette période, elle perdit toute habitude de prier, et elle assuma un athéisme, ce qu'elle appelle une forme d'athéisme. En tout cas, elle tourne le dos à la pratique familiale juive. Très vite, Edith Stein s'avère malgré tout assez maladroite au niveau des tâches matérielles et revient auprès de sa mère et reprend les études. Elle rattrape en peu de temps ce qui lui manquait pour intégrer le lycée Victoria, et elle intègre le lycée, et là, elle va trouver dans l'étude, dans la lecture, dans l'écriture aussi des rédactions, dit-elle, qu'on lui demande de rédiger, une manière de donner forme, et ça c'est quelque chose de capital, vous verrez, de donner forme, de donner corps à cette vie intérieure foisonnante qui, souvent, la dévore. Edith Stein donc s'avère extrêmement douée pour les études, et bien au moment de choisir la profession à laquelle elle souhaite se consacrer, car à l'époque déjà Edith Stein manifeste une certaine liberté de pensée. Elle est convaincue que les femmes peuvent et doivent, si elles le peuvent, s'engager dans l'acquisition de compétences qui n'ont rien à envier à celles dont les hommes se rendent capables. Donc elle hésite, et puis elle fait le choix de la psychologie. Elle ira à Breslau en 1911, et elle étudie la psychologie. Alors pourquoi? Parce qu'elle s'intéresse à la vie intérieure, au fait de conscience, et cette science de la vie psychique, de la psyché, de l'âme, cette science des états intérieurs l'attire. Très vite, elle sera néanmoins déçue. Pourquoi? La psychologie de l'époque est une psychologie causaliste, empiriste, c'est-à-dire une manière d'étudier les faits de conscience qui prend pour modèle les sciences expérimentales. C'est-à-dire qu'on traite les sentiments comme des composés, dira-t-elle, de causes physiologiques, une élaboration psychique de causes physiologiques. Donc c'est une psychologie qu'elle qualifiera de psychologie sans âme, matérialiste, qui lui apparaît déjà presque intuitivement très réductrice par rapport à la richesse de la vie psychique humaine. Pendant cette période, elle s'intéresse déjà aux questions de pédagogie, elle fait partie de cercles qui réfléchissent à l'éducation. Elle regrettera d'ailleurs une chose, la suivante, c'est que souvent, ceux qui se destinent à l'enseignement entendent parler de l'éducation, mais à aucun moment ne sont initiés à la pratique, à un moment où ils devraient l'être pour confirmer ce choix ultérieur. Donc elle est déjà, à Breslau, intéressée aux questions d'éducation. C'est à ce moment-là aussi, je le dis en passant parce que ça expliquera des choses au sujet de sa conversion, mais c'est à ce moment-là qu'Edith Stein est mise en contact en philologie, elle étudie aussi la philologie, avec une traduction en allemand de la Bible, et elle est mise au contact du texte du Pater, notamment, qui la marque, mais sans produire néanmoins un déplacement intérieur suffisant par rapport à l'athéisme dans lequel elle se trouve. Déçue par la psychologie empiriste de son temps, Edith Stein entend parler de Husserl, dont les recherches logiques ont paru en deux temps, 1900-1901, les recherches logiques, où Husserl expose ce qu'il explique être, et Edith Stein y reviendra, une méthode d'approche descriptive, objective, sans a priori,
des phénomènes. Décrire la manière dont les choses apparaissent à la conscience, sans a priori, quels que soient les phénomènes. Pensez par exemple à Max Scheler, l'un des phénoménologues catholiques, qui fera de la pudeur ou de la souffrance des phénomènes qu'il étudiera phénoménologiquement. Phénomène donc au sens large, ce qui apparaît à la conscience. Edith Stein lit les recherches logiques, c'est un véritable bouleversement. Elle voit là une méthode rigoureuse d'approche qui, contre le relativisme et le scientisme, lui découvre une voie possible d'accès au phénomène, à la vérité des choses, au retour aux choses elles-mêmes. Edith Stein quitte donc Breslau et s'inscrit à l'université de Göttingen pour suivre les cours de Husserl. On dit que Husserl n'avait pas la relation humaine facile, il était assez perdu dans ses pensées, et donc en général c'est Adolf Reinhardt, son bras droit, qui introduisait à la phénoménologie husserlienne, qui reçoit Edith Stein, qui l'introduit auprès de Husserl. Edith Stein suivra donc les cours du maître, comme elle l'appelle. Au fur et à mesure de ses études, elle choisit de se concentrer pour sa thèse de doctorat sur la question de l'Einfühlung, de l'intropathie ou de l'empathie, c'est-à-dire la question qui l'intéresse, elle en entend parler Husserl lors d'un séminaire. Dans quelle mesure un être peut-il connaître un vécu étranger? Comment un moi peut-il connaître le vécu d'un autre moi qui n'est pas moi? Y a-t-il une connaissance possible d'un vécu étranger? Edith Stein se consacre sur cette question, ce sera sa thèse de doctorat, interrompue par la Première Guerre, et elle s'inscrit comme infirmière auprès de la Croix-Rouge, enfin elle rend des services dans un hôpital où sont soignés des malades, des blessés de guerre. Et là, elle a un premier contact avec la mort, non pas en tant que phénomène intellectuel, la finitude, mais la mort comme phénomène réel qui touche des relations entre des personnes réelles. C'est à cette occasion où, lorsqu'elle range les affaires d'un blessé qui est mort, elle découvre une prière dans les affaires, une prière que l'épouse de cet homme avait rédigée, et Edith Stein prend conscience alors de la dimension existentielle de l'expérience humaine et du phénomène de la mort. Elle reprend sa thèse, elle aboutit, elle est diplômée avec la plus haute mention, et puis elle sera assistante du maître directement. Elle travaillera à l'élaboration des IDN2, donc on sait qu'elle y a mis une main importante. Pour Edith Stein, c'est une période extrêmement troublée intérieurement. Le questionnement sur le sens ultime de l'existence devient de plus en plus essentiel et la met dans une situation de dépression, on peut le dire comme cela. À ce moment-là, Edith Stein a rencontré Max Scheler, au contact duquel elle expérimente, dira-t-elle, le phénomène du génie. Max Scheler est converti au catholicisme, et pour Edith Stein, c'est une manière de s'ouvrir en toute objectivité à ce phénomène qu'est la foi religieuse, qu'elle ne partage pas. Adolf Reinhardt meurt au front, et la veuve d'Adolf Reinhardt, Anna Reinhardt, demande à Edith Stein, puisque Anna Reinhardt est docteur en biologie et pas en philosophie, donc elle demande à une philosophe de classer les papiers de son époux. Et là, Edith Stein découvre, à travers cette femme qui est protestante, chrétienne, ce qu'elle appellera la force de la croix. Je fus mise, dira-t-elle, au contact de la force que la croix communique à ceux qui la portent, et mon incroyance céda, et je compris que l'Église est née des souffrances du Christ. Le mystère de la croix, c'est vraiment pour Edith Stein cette expérience concrète à travers le témoignage d'Anna Reinhardt et de la paix qui émane de cette veuve, qui fait pâlir son incroyance et qui lui fait adhérer au christianisme. C'est la lecture de Sainte Thérèse d'Avila en 1921. El libro de la vida, le livre de la vie, l'autobiographie de Thérèse d'Avila par elle-même, qui achève, je cite, la quête de la vraie foi. Edith Stein demande donc le baptême.
Sa marraine est une protestante, Hedwig von Martius, élève de 11 sœurs de la première génération. Elle embrasse la foi catholique et à ce moment-là, 1921, elle souhaite entrer au Carmel. Dans le contexte de l'Allemagne de l'époque, les catholiques voient dans cette convertie intellectuellement plutôt douée une manière quand même de permettre au monde croyant et au monde contemporain d'entrer en dialogue, et donc la dissuade d'entrer au Carmel et la convaincre de s'engager intellectuellement. C'est à ce moment-là qu'Edith Stein va être mise au contact des grands auteurs de la tradition chrétienne qu'elle avait par ailleurs déjà lus, Augustin, Thomas d'Aquin, Duns Scott, les maîtres du Carmel. Elle rédige un texte en 1922 que l'on a cru longtemps daté de 1932. Pourquoi? Tellement la connaissance qu'elle avait du christianisme était profonde alors qu'elle venait à peine d'être convertie. Elle traduit le De Veritate de Thomas d'Aquin en allemand. Elle traduit la correspondance de Newman, le journal de John Henry Newman. Elle enseigne, après son habilitation, elle n'obtient pas de poste à l'université, les femmes y étant très rarement admises à l'époque. Elle enseignera pendant 10 années dans le secondaire, dans un lycée tenu par des dominicaines, à des futures enseignantes, l'histoire, la littérature, le latin. 1931-32, elle est admise à l'Institut scientifique et pédagogique de Münster, équivalent d'un institut universitaire catholique. Elle développe des écrits d'anthropologie et d'éducation, et elle est connue en Allemagne et au dehors, en Europe, comme une conférencière, une philosophe catholique. 1933, l'impossibilité due aux lois nationales-socialistes d'enseigner sont pour elle l'indication que le temps est venu d'entrer au Carmel. Elle entre en 1933 au Carmel de Cologne. À l'époque, on ignore tout des nouvelles recrues, ce qu'elles furent, ce qu'elles firent dans le monde. Edith Stein reprend la philosophie par obéissance de ses supérieurs. Elle écrira L'être fini et l'être éternel, une approche du sens de l'être, et parmi certains textes, la fameuse science de la croix, une approche phénoménologique de l'expérience mystique à la lumière de Saint Jean de la Croix. Œuvre inachevée. 1938, elle part à Echt, en Hollande, au Carmel d'Echt, pour échapper en partie à la persécution, suite à la déclaration des évêques, ouvertement opposés à certaines mesures, aux mesures du national-socialisme. Les Juifs, même convertis, dès lors qu'ils ont été enregistrés, seront déportés. Edith Stein est déportée avec sa sœur Rosa Stein, qui l'avait rejointe et s'était convertie, à Auschwitz. Un court transit par le Westerbork, le camp de transit de Westerbork, au nord-est de la Hollande, et Auschwitz, où elle arrive le 9 août 1942. Nous savons qu'elle est gazée, tuée immédiatement, à son arrivée. Je passe sous silence la véritable épopée concernant la manière dont les œuvres d'Edith Stein ont pu traverser le temps, arriver jusqu'à nous, être cachées, reconstituées, éparpillées. En tant que juive, elle ne pouvait pas être publiée de son vivant, à partir de 1933. Aujourd'hui, elle est de mieux en mieux connue en Europe. Jean-Paul II a beaucoup œuvré pour sa promotion. N'oublions pas que Jean-Paul II a consacré sa thèse de doctorat en philosophie à Max Scheler, et qui, jusqu'au bout, il a lu Edith Stein. Benoît XVI l'aimait beaucoup aussi. Je me souviens que lors des JMJ à Cologne, Benoît XVI était passé, il y avait encore une religieuse carmélite qui avait connu Edith Stein, puisqu'elle est entrée à l'âge de 42 ans, au Carmel. Et Benoît XVI n'a pas caché que la question du doctorat d'Edith Stein était posée et qu'il l'avait entendue. Donc c'est vraiment, elle est copatronne de l'Europe, hein, et puis elle a été canonisée. L'objet de mon intervention de ce soir, après cette introduction qui situe Edith Stein, porte sur la question de l'éducation, de l'art d'éduquer chez Edith Stein, qui est un geste anthropologique intégral. Cela a été évoqué en introduction, je vais le préciser.
L'éducation est une dimension encore assez peu connue de la vie et de l'engagement d'Edith Stein, alors même qu'elle est une thématique cruciale de son œuvre. Cette importance accordée à l'éducation s'enracine d'abord dans son milieu familial. L'éducation est en très haute estime et marque tout son itinéraire. Je vous disais que dès sa formation à Breslau, 1911-1913, elle s'intéresse, dit-elle, aux grandes questions de l'éducation sans les séparer de la pratique de l'enseignement. Cet intérêt persiste à Göttingen, 1913-1916, et après son adhésion à la foi catholique, 1921, et avant d'entrer au Carmel, 1933, Edith Stein assume un double engagement d'enseignante et de conférencière, tout en élaborant donc des textes sur des questions d'anthropologie et de pédagogie. Une fois au Carmel, elle écrira encore des textes sur des questions d'éducation. 1935, elle est novice au Carmel de Cologne, elle écrit un texte, Thérèse d'Avila, un maître dans l'art d'éduquer. Tout en reconnaissant l'importance qu'Edith Stein accorde à l'éducation, nous devons constater, lorsque nous la lisons, qu'elle n'écrit aucun traité d'éducation. Elle ne systématise pas sa vision éducative, alors même que l'intérêt pour l'éducation traverse l'œuvre. Ce fut pour moi un étonnement et un questionnement. Si une thématique aussi importante et qui traverse l'œuvre ne fait pas l'objet d'une systématisation, cela appelait donc, c'est l'invitation que je recevais à la lecture des textes d'Edith Stein, un appel à reconstituer l'architecture d'ensemble du geste éducatif. Comment reconstituer ce geste éducatif? Comment repérer dans l'œuvre d'Edith Stein, des premières œuvres aux dernières, les éléments anthropologiques permettant de reconstruire ce geste éducatif, ce qu'elle appelle l'art d'éduquer. La présentation de ce soir s'articulera autour des trois axes suivants. Je donnerai dans un premier temps quelques éléments anthropologiques fondamentaux qui éclairent sa vision de l'éducation. Je n'en ai sélectionné que 3 éléments fondamentaux. Le deuxième temps traitera de l'art d'éduquer au plan de la destination naturelle de la personne humaine. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répéter ce deuxième point? Oui. Le deuxième point traitera du geste éducatif, de l'art d'éduquer, au plan, au niveau de la destination naturelle de la personne. Le troisième point traitera de l'art d'éduquer au plan de la destination, c'est les termes d'Edith Stein, surnaturelle de la personne. Ils sont inséparables chez Edith Stein et devraient l'être pour toute réflexion sur l'éducation. L'éducation est une anthropologie en acte. Éduquer présuppose d'avoir une certaine conception de l'être humain, c'est-à-dire d'être affronté à la question « qu'est-ce que l'homme ?» Je cite Edith Stein. « Si l'image de l'homme revêt une importance capitale pour la structure de la science de l'éducation, mais aussi pour le travail pédagogique, alors la pédagogie doit absolument considérer en quoi consiste cette image de l'homme. La pédagogie ne brassera que du vent si elle est incapable de répondre à la question « qu'est-ce que l'homme ?» En effet, on le comprend, comment former un être humain, comment se mettre au service du déploiement de la personne humaine en l'absence d'une certaine vision de l'homme. Edith Stein dit honnêtement, tout éducateur, tout enseignant a une vision de l'homme et d'une finalité possible à laquelle le conduire, sans quoi il ne pourrait même pas éduquer. Le problème, dit-elle, c'est que le plus souvent, cette vision, elle est implicite. On ne l'explicite pas. C'est donc à ce travail de clarification anthropologique qu'elle va s'appliquer. Si nous considérons que l'éducation est une mise en œuvre de l'anthropologie,
alors on peut dire tout autant que ce qu'est la personne humaine, nous le découvrons dans le processus même de son déploiement, parce que la personne humaine est une réalité vivante et dynamique. Ce n'est donc pas une anthropologie figée, dont l'éducation serait l'application programmatique et artificielle. Non. Bien évidemment, il y a un certain nombre de vérités anthropologiques objectives. Le geste éducatif et le déploiement d'une anthropologie en acte. Je résume en citant Edith Stein. L'éducation puise son orientation dans une certaine conception de l'homme, sa place dans le monde, ce à quoi il s'occupe, les possibilités d'agir sur lui et le former. La théorie de la formation des êtres humains que nous appelons science de l'éducation doit être intégrée à une vision globale du monde, c'est-à-dire une métaphysique. Nous devons, écrit Edith Stein, garder à l'esprit la vaste idée de l'éducation. L'éducation est le façonnement de l'être humain dans sa complétude pour qu'il devienne ce qu'il doit être. Cette définition montre donc que l'éducation est un art voué à la formation intégrale de la personne dans la prise en compte de la totalité de ses dimensions. Je la cite. Sous le concept d'éducation, nous entendons la formation de tout l'homme avec ses facultés et ses capacités. Que cherche-t-on à atteindre par l'éducation? Sinon que le jeune qui nous a été confié parvienne à être un homme véritable et soit authentiquement lui-même. Devenir authentiquement humain et devenir authentiquement soi-même. Tel est l'enjeu de la formation de la personne. Pour résumer, la formation de la personne est un processus humanisant par lequel un être humain peut atteindre la plus grande complétude d'être possible, se faisant une existence plus pleine, dans la mesure où, écrit Edith Stein, il est concevable que la vie d'un homme soit un processus de déploiement parfait de sa personnalité. Fin de citation. L'éducation est un art. Ce façonnement intégral de l'être humain, Edith Stein dira qu'il s'agit d'un art suprême, je la cite, dont le matériau n'est ni le bois ni la pierre, mais l'âme humaine, car, ajoute-t-elle, alors que les autres activités s'arrêtent aux facultés, l'éducation pénètre jusqu'à l'âme même, à sa substance, pour lui donner une forme nouvelle, recréant l'homme dans sa totalité. Je vais expliquer. Pourquoi est-ce un art? Parce que cette activité échappe à une complète systématisation. Pourquoi? Parce qu'elle se réfère à l'âme. Nous allons le voir. Or, écrira Edith Stein, ce dont l'âme est le sujet ou l'objet est un mystère qui ne donne prise ni au regard de l'œil, ni aux théories des sciences, comme celle des mathématiques, sur les phénomènes de la nature. C'est une action qui se laisse difficilement saisir. Éduquer, c'est donner forme à sa vie. Edith Stein parle d'un art de donner forme à sa vie. Et elle en parle comme d'une authentique création. Pour cette raison, il m'est apparu éloquent de mettre en corrélation l'art d'éduquer et le paradigme musical, mélodique. Car ce que Edith Stein nous dit au sujet de l'éducation
nous pouvons en saisir quelque chose à l'endroit de la réalisation d'une œuvre d'art. Edith Stein prend l'exemple d'une mélodie ou d'un poème. Elle nous dit que les moyens matériels d'une œuvre, par exemple pour une pièce musicale, l'organe vocal ou les instruments de musique, les moyens matériels d'une part, et la réalisation matérielle d'une œuvre. Au plan musical, cela veut dire la résolution de la multiplicité sonore dans une phrase mélodique unifiée. Eh bien, ces moyens matériels et leur réalisation, sous la forme de la phrase mélodique, est au service, tout cela, d'une réalisation spirituelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la création atteint son but lorsque l'œuvre est reçue et lorsqu'elle est reçue comme quelque chose de vivant dans une âme qui en capte la pulsation intime. Edith Stein dira à cet égard au sujet d'une mélodie qu'on n'entend pas évidemment une suite de sons simplement, mais nous comprenons un langage qui touche l'âme. C'est une rencontre avec une vie semblable à la nôtre. De la même manière, la multiplicité des dimensions de l'homme, non plus la multiplicité des éléments matériels d'une œuvre, mais la multiplicité des dimensions anthropologiques, des dimensions de l'homme, doivent être assumées dans un geste de formation qui permet à un être d'avancer vers une plus grande unification de sa personne, à la manière de la résolution de la multiplicité sonore dans l'unité mélodique. De la même manière, le geste de formation assume les dimensions multiples de l'être humain dans le sens d'une unification croissante. Edith Stein dira de l'éducation qu'elle est un processus d'épanouissement qui va du dedans vers le dehors. C'est donc un mouvement qui procède de l'intériorité. Un être humain est un être doté d'une intériorité. Nous verrons que l'intériorité, c'est d'abord quoi? La capacité à intérioriser les phénomènes. Pour nous, les phénomènes ne sont pas que des choses qui nous apparaissent comme à distance. Tout phénomène a une résonance intérieure. Un phénomène se transmue en une question. Un être humain, c'est une conscience qui transforme un phénomène en une question, qui l'intériorise, et qui, à partir du foyer problématique de cette question, cherche une signification. Un être humain, s'il n'était pas doté d'un espace intérieur, ne pourrait pas transmuer les phénomènes en question, les questions en problèmes, et s'engager dans la recherche du sens. L'intériorité caractérise donc l'homme comme une personne spirituelle, dit Edith Stein. Ce geste qu'est l'éducation, nous l'appelons intégral. Pourquoi? Comme vous l'avez rappelé, exducere, mener hors d'eux, faire sortir d'eux, c'est un geste, car qu'est-ce qu'un geste? Marcel Jousse, l'anthropologue, dira un geste, c'est un mouvement irradiant. Marcel Jousse écrit un geste, si petit qu'il soit, est un mouvement irradiant. C'est-à-dire ce mouvement qui, d'un centre intérieur, produit une manifestation. La parole est un geste. Ma pensée s'incarne dans ma parole. La parole est le geste d'une pensée qui, de l'intérieur, prend corps et accède à la manifestation. Par la parole, ma pensée peut être accueillie dans une intériorité, la vôtre. Je résume donc. L'éducation, c'est le déploiement, le processus qui permet le déploiement d'une humanité dans le sens d'une unification et dans la prise en compte de ces dimensions fondamentales.
Quelles sont donc ces dimensions fondamentales à prendre en compte pour Edith Stein et qui vont éclairer le geste éducatif? J'ai retenu 3 éléments fondamentaux de l'anthropologie steinienne. Le premier élément, c'est la définition d'une personne comme un moi conscient et libre. L'homme est le sujet d'une vie consciente, car dans des conditions normales d'existence, je laisse de côté, malheureusement, bien sûr, les états de conscience altérés par la maladie ou des chocs divers qui ne permettent pas à une personne ce déploiement normal, dans des conditions, j'entends, normales d'existence. Mais dans des conditions normales d'existence, un individu en vient à prendre conscience de lui-même, à éprouver la certitude de son être et à interroger le sens de son être. Je cite, « Qu'est-ce que l'être dont je suis conscient ?» La prise de conscience de soi débouche donc sur la connaissance de soi. Comme le dira Descartes, qu'Edith Stein avait lu, il ne suffit pas de savoir que je suis pour connaître ce que je suis. Qu'est-ce que je suis, moi qui suis certain que je suis? La prise de conscience de soi débouche sur la connaissance de soi. L'être humain, en se connaissant, comprend sa vie, dit Edith Stein, et s'avère capable de lui donner forme, de décider, de donner forme à sa vie. Quelle est l'une des premières connaissances que l'être humain acquiert au sujet de lui-même? Eh bien, cette connaissance, c'est celle de sa temporalité. L'existence humaine, plongée dans la succession temporelle, se connaît comme étant entre ce qui n'est plus et ce qui n'est pas encore. C'est-à-dire que nous nous connaissons dans un processus permanent d'actualisation de la puissance à l'acte, de passage de la puissance à l'acte. Ce que je suis, en un sens, je l'étais en puissance avant, mais je le suis devenu en acte maintenant. Ce que je suis devenu en acte maintenant contient en puissance ce que je peux déployer ultérieurement. L'être humain est donc, en tant que moi conscient et libre, un être qui se connaît comme un être temporel, qui donc est engagé, objectivement, dans la dynamique d'un déploiement de son être. Qu'on le veuille ou non, notre inscription dans la temporalité nous engage dans la dynamique d'un déploiement de notre être. Or, qu'est-ce que la formation, qu'est-ce que l'éducation, sinon un processus orienté d'actualisation permanente des potentialités humaines. Il faut donc partir de la conscience, la connaissance de la temporalité pour comprendre en quoi l'être humain, qu'il le veuille ou non, est engagé dans un processus qui l'institue comme un être éducable. Un être humain est un être en devenir, donc inachevé. Je cite, « L'homme, c'est le deuxième point, donc l'inachèvement, qui découle directement du point précédent. L'homme ne vient pas au monde achevé. Tout au long de sa vie, il doit se construire, se renouveler dans un processus permanent de transformation, sans jamais atteindre un état définitif. Cet inachèvement, pour le dire négativement, est le signe positivement de notre perfectibilité. Être inachevé veut dire tout autant avoir la capacité de se perfectionner, de se parfaire. Comment? Par l'éducation. Troisième point, la dimension relationnelle de l'être humain, qui découle directement elle-même de l'inachèvement.
L'inachèvement découlait de la dimension temporelle que je connaissais du fait que j'étais conscient de moi-même. Le moi conscient et libre se connaît comme temporel. Se connaissant comme temporel, il se connaît comme inachevé. Se connaissant comme inachevé, il se connaît comme dépendant pour sa formation d'autres individus que de lui-même. L'individu ne peut s'humaniser qu'en humanité et a besoin de matrices culturelles que sa communauté d'appartenance va lui prodiguer. La dimension relationnelle est donc très importante. Si une personne, et Edith Stein insiste beaucoup sur ce point, si une personne en tant qu'individu possède une unicité, une singularité, un vécu qui a une coloration propre, même si vous vivez la joie et que je vis la joie, la coloration de ce vécu est totalement singulière de l'intérieur. Malgré cette singularité, je n'éprouve ma singularité que dans l'ouverture à l'altérité. Donc la singularité et l'altérité, l'intersubjectivité, sont intriquées. Edith Stein dira, l'ipséité, le fait d'être moi-même en tant que moi, vient à se démarquer face à l'altérité de l'autre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la structure de la conscience humaine est intentionnelle. Ma conscience et toute conscience est dirigée, ouverte, en direction d'un monde, d'autres sujets. C'est cette structure intentionnelle de la conscience que Husserl a mise en évidence, l'intentionnalité donc, qu'Edith Stein définit comme la forme fondamentale de la vie psychique humaine. Et c'est donc cette structure intentionnelle qui montre que l'homme est un être relationnel. Je cite, « Considérer un individu humain isolé, c'est le considérer partiellement. Son existence, sa vie, est une vie en communauté. Cette insertion dans un tout plus vaste que lui fait partie de la structure de l'homme. » Cela signifie quoi? Conséquence directe, que la formation de la personne dépend de certaines instances formatrices. Edith Stein relève 3 instances formatrices fondamentales. La famille, l'État, l'Église. La famille est la première communauté formatrice dans laquelle naît l'enfant. Voilà pourquoi la responsabilité de la famille en matière éducative est fondamentale et, dans une certaine mesure, insubstituable. Quand on demande trop à l'école au motif que la famille n'assume plus cette responsabilité, précisément pour Edith Stein, on lui demande trop. Dans de nombreux cas, écrit-elle, l'école ne pourra réparer certains manquements. Mais nous avons le devoir de nous y employer de toutes nos forces. La famille est une communauté naturelle initiale, premier lieu de socialisation et donc d'humanisation de l'être humain au sein d'une communauté de semblables dans sa forme la plus réduite, la famille. Cependant, la famille ne dispose pas de la totalité des moyens nécessaires à la formation humaine. Voilà pourquoi la communauté de la famille doit être complétée par des communautés éducatives disposant de moyens plus amples, car la famille est limitée, dit-elle, par ses propres insuffisances. C'est cette limitation qui conduit Edith Stein à situer la famille dans sa dépendance envers l'État, et même, on va le voir, à l'égard de l'Église, ou à la possibilité pour l'Église d'assumer une mission d'éducation. Pour ce qui est de l'État, je retiens simplement que la fonction essentielle de l'État pour Edith Stein, de l'exercice organisé du pouvoir, est de légiférer et de protéger les communautés en favorisant le développement de ces communautés.
Un peuple a besoin de la protection de l'État qui, dira Edith Stein, devrait assurer la préservation de domaines culturels grâce auxquels se construit l'être humain et favoriser le développement de structures éducatives capables de véhiculer ces biens culturels et de nourrir les individus, de les aider à se construire. L'État, de son côté, a besoin du peuple dont le développement lui infuse des forces nécessaires à son propre développement. Il incombe à l'État, dit Edith Stein, de veiller au bien-être de ses membres en créant des institutions que la seule force de l'individu ne peut réaliser. Dans ces conditions, la responsabilité éducative de l'État, dit-elle, est de garantir l'existence de structures qui veillent à la formation civique, notamment, à les formations humaines générales et au sens du devoir, et qui encouragent, dit-elle, la meilleure formation du corps et de l'esprit. Il est dans son intérêt, écrit Edith Stein, de faire des futurs citoyens des personnes capables d'affronter la vie et autant que possible efficaces. La prise en compte des nécessités de l'être humain jusqu'au plus élevé, les aspirations spirituelles, justifie pour Edith Stein l'existence de centres de formation soucieux des besoins spirituels de l'être humain, ce qui pour Edith Stein constitue un droit fondamental de la personne humaine. Ici, l'Église, qui prend en compte la destination surnaturelle de l'être humain, peut et doit, dit Edith Stein, former ses propres institutions en lien avec l'État, dans la mesure du possible, pour prendre en charge le travail éducatif. Et au cours du temps, les bénédictins, les Ursulines dont elle parle, qui ont accompli, dit-elle, une œuvre maîtresse dans l'art d'éduquer. En disant que l'individu dépend d'instances formatrices, nous ne disons pas qu'un individu est passif par rapport à ces instances. Un individu en tant qu'il est libre, et c'est cela l'éducation, doit coopérer consciemment à son propre développement. Autrement dit, il y a une interaction permanente entre la liberté et les influences formatrices ou déformantes, hélas, du milieu dans lequel un individu se trouve inséré. Si l'éducation est un façonnement de l'être humain, ce façonnement doit compter avec ce qu'elle appelle de multiples forces façonnantes. L'être humain ne se forme pas seul, il y a donc une responsabilité de la communauté à l'égard de la formation de ses membres. On dira que l'éducation est une responsabilité partagée. À partir d'un certain moment, dit-elle, un être humain est capable de s'auto-éduquer. Mais en même temps, il a constamment besoin des éléments qui lui viennent de l'extérieur. Sur cette base, j'aimerais aborder la destination naturelle de la personne selon Edith Stein. L'homme est un être conscient de lui-même, inscrit dans la temporalité, perfectible, inachevé donc perfectible, qui a besoin de matrice. Comment conçoit-elle ce développement au plan naturel? Je retiens deux choses que je rappelle. L'éducation est un geste anthropologique intégral, c'est-à-dire qu'il doit assumer les trois dimensions fondamentales de la personne. Quelles sont-elles? Le corps, l'âme et l'esprit. Je vais revenir sur ces points. La formation humaine, écrit-elle, est un processus qui embrasse le corps, l'âme et l'esprit. Premier point. Le deuxième point, c'est que ce geste de formation, qui assume ces trois dimensions, s'articule à l'intériorité. La formation se fait de l'intérieur vers l'extérieur, dit Edith Stein. La question que je pose est alors la suivante. Quel est le sens de cette intériorité qui éclaire ce qu'est l'éducation?
Cette intériorité renvoie à ce qu'Edith Stein appelle l'âme, c'est-à-dire le centre de l'être. L'âme, pour Edith Stein, c'est ce qui assure l'unité du composé humain. L'âme, écrit-elle, n'est pas un troisième terme entre le corps et l'esprit. Le corps et l'esprit sont relatifs à l'âme. En quel sens? Le corps, en tant que corps vivant, est animé, il est structuré, informé. Il possède donc un principe d'unification, de croissance, de mouvement, anima. Sinon, le corps est un cadavre qui, dès lors, perd son unité, se décompose, privé de mouvement, de vie. Quant à l'esprit, nous appelons esprit l'ensemble des facultés spécifiques de l'homme, l'entendement, la mémoire, la volonté, mais aussi la force spirituelle qui s'exprime dans certaines activités. Tout ceci est donc relatif à l'âme. Cette âme, ce principe d'unité, de mouvement de vie, qu'a-t-il ce principe de spécifique pour l'homme? À la différence de la plante, qui elle aussi est un vivant qui se développe et atteint la forme propre, ou de l'animal, qui lui aussi se développe et atteint la forme de son espèce. Chez l'être humain, ce principe possède des caractéristiques distinctives. Tout d'abord, des caractéristiques générales. La rationalité, la liberté, l'affectivité. Deuxièmement, des caractéristiques non plus générales, mais spécifiques. C'est là qu'Edith Stein, je n'entre pas dans ce développement, mais c'est là qu'Edith Stein parle de la spécificité féminine ou masculine, sans établir d'opposition, mais des distinctions. Caractéristiques générales, caractéristiques spécifiques, et enfin, un noyau individuel, une individualité. Chaque âme possède une unicité. Il n'y a pas de caractère interchangeable. Elle parle pour chaque être humain d'une personnalité qui possède sa spécificité déterminée. La nature humaine générale ne se réalise donc que dans une humanité sexuellement différenciée, possédant une singularité, une personnalité propre. Ainsi, Edith Stein ne va pas séparer dans sa conception de l'éducation la destination générale de l'être humain. Éduquer, c'est permettre à un être en tant qu'humain de déployer sa nature rationnelle et libre. Une destination spécifique, d'habiter sa spécificité, et cette destination individuelle de développer au maximum sa singularité. La destination générale, la destination spécifique, la destination individuelle, tout cela doit être pris en compte par un développement. On ne veut pas former que des êtres qui ont les caractéristiques de la nature humaine en général, c'est un être rationnel et libre. On forme un être dont la nature générale s'incarne dans une humanité spécifiquement marquée, incarnée, et qui possède en outre une singularité, qui doit pouvoir aussi s'exprimer. Edith Stein, à ce sujet, emploie le terme musical de la note pure de chaque créature. Chaque être doit pouvoir rendre cette note unique. En résumé, la destination, écrit-elle, de l'être humain au plan naturel est de faire s'épanouir les caractères qu'il possède en germe, en puissance, sachant que tout être humain y aspire, dit Edith Stein. J'aimerais reprendre au plan naturel ces trois éléments rapidement dont j'ai parlé, le corps, l'âme et l'esprit, pour montrer que ce geste d'éducation doit s'exercer sur ces trois plans. Pour Edith Stein, il faut partir du corps. Étonnamment, puisque nous disions que la formation se fait de l'intérieur, alors que là on part apparemment de ce qu'il y a de plus extérieur. Mais justement,
Notre intériorité, il faut la rejoindre. À partir de l'extériorité matérielle dans laquelle notre corps nous plonge, celle du monde. Notre corporéité nous plonge dans un monde matériel. Notre âme, dit Edith Stein, est occupée par une foule de préoccupations qui font que l'espace intérieur, et aujourd'hui, ça pourrait être l'objet d'une question avec l'invasion de l'image, par exemple, et du numérique, l'espace intérieur peut se trouver obstrué. Beaucoup d'êtres ignorent qu'ils possèdent une intériorité. La simple expérience de faire écouter une musique à une personne et de la rendre attentive à la manière dont cette musique évoque en elle un souvenir, c'est-à-dire un fragment de vécu intérieur, est en soi une expérience de l'intériorité. Mais beaucoup de personnes n'ont même pas conscience de cela. Donc il faut repartir du corps pour parvenir à désobstruer cette intériorité. Le corps est confié à la personne, dit Edith Stein, qui en porte la responsabilité. Si le corps est négligé, cela engendre des troubles de fonction corporelle, mais aussi des troubles de la vie interne, puisque le corps est lié à la psyché. Au niveau du corps, Edith Stein insiste sur une hygiène de vie la plus équilibrée possible, l'exercice, l'alimentation, la propreté, etc. Et elle dira que ici déjà, ça n'a l'air de rien, un véritable travail éducatif se réalise. On habitue les organes corporels à un fonctionnement régulier. Que fait-on avec les tout petits enfants, sinon les introduire à des rythmes corporels réguliers, marqués par des temps de la nutrition, etc. Organes corporels s'habituent à un fonctionnement régulier. L'organisme entier accède à l'ordre, un ordre, une organisation. Les instincts sont peu à peu maîtrisés. Le but de l'éducation corporelle pour Edith Stein, c'est justement de n'être plus l'objet passif des impulsions du corps. Sinon, la liberté est neutralisée. Une formation du corps doit, quels que soient les moyens qu'elle utilise, permettre à un être humain d'accéder à la vie de l'esprit. Le corps lui-même n'est pas une entité matérielle à la manière d'un objet matériel. Le corps humain possède une intériorité. C'est un corps propre. La phénoménologie dira live, le corps vivant, le corps vécu. Je vis mon corps du dedans. Je peux étudier mon corps du dehors comme un objet que je vais décomposer. Pensez à la leçon d'anatomie du professeur Nicolas Tulpe, le tableau de Rembrandt. On ouvre le corps, on le traite comme un objet. Mais je vis mon corps du dedans, de sorte que la matérialité de mon corps est révélatrice d'état intérieur. Je lis sur un visage. À l'opposé de tout dualisme, s'intéresser au corps dans l'éducation, c'est nécessairement prendre en compte cette intériorité vivante dont le corps est la manifestation. Le corps n'est pas un simple corps matériel, mais un corps animé, un corps vivant. L'éducation du corps et des sens devrait favoriser donc une capacité d'écoute et d'accueil des phénomènes. Car c'est par le corps et par les sens qu'on accueille d'abord, comme organe de réceptivité, le monde et les choses. L'image des fenêtres de l'âme, des organes comme fenêtres de l'âme, dit bien ce qu'elle veut dire. Il s'agit donc de permettre à un être de développer cette capacité de réceptivité au réel, réaliste, d'écoute des phénomènes. Et c'est là que l'éducation peut introduire à la vie de l'esprit. Sans nier le corps, mais en prenant le corps et en l'assumant. En quoi va consister la formation de l'esprit?
L'esprit, pour Edith Stein, pour l'éducateur, c'est d'abord l'ensemble des facultés, l'intelligence, la mémoire, la volonté, c'est-à-dire ces facultés qui permettent à un être humain d'agir selon des lois de la raison et d'agir librement. L'esprit, c'est l'intellect en tant qu'il connaît, c'est la faculté de connaître. L'enseignement est cette dimension de l'éducation qui va jouer un rôle tout à fait fondamental pour la formation de l'esprit. L'enseignement est une des dimensions de l'éducation, ce n'est pas le tout de l'éducation. C'est une dimension de l'éducation qui consiste en deux choses, dit Edith Stein. Enseigner, c'est former l'intellect en tant que faculté de connaître. C'est-à-dire, c'est former l'esprit de manière à ce que l'esprit parvienne à des perceptions claires, des concepts corrects, formule des jugements. Mais l'enseignement n'est pas que la formation de l'intellect, c'est aussi la transmission d'un contenu, des biens culturels. Nous savons tous qu'au niveau de la formation de l'intellect, deux activités sont fondamentales, quelles que soient les disciplines, différemment, mais quelles que soient les disciplines. L'acte du questionnement. L'enseignement comme dimension de l'éducation qui touche d'abord à la formation de l'intellect, utilise comme moyen privilégié l'acte du questionnement. Qu'est-ce que questionner? Et l'enfant questionne très tôt. Qu'est-ce que questionner? Et on perd, hélas, souvent cette aptitude. Questionner, je vous l'ai dit, c'est intérioriser les phénomènes. Passer de « cela est comme ça, cela va de soi » à « pourquoi ». Questionner, c'est libérer un espace intérieur d'écoute des phénomènes. C'est affiner le sens des problématiques fondamentales de l'existence. Chaque discipline, à partir de ce questionnement, chaque discipline va utiliser des moyens particuliers, ce qu'elle appelle des opérations cognitives particulières. Par exemple, l'acte de la problématisation philosophique, l'élaboration d'une hypothèse de recherche scientifique, autant d'opérations intellectuelles propres à chaque discipline qui vont déployer l'acte du questionnement dans et selon des disciplines aux règles différentes. C'est ici, dira Edith Stein, que l'outil du langage s'avère crucial. Et l'outil conceptuel. Pourquoi? Parce que la pensée humaine ne peut s'articuler qu'au moyen des concepts. Si nous ne maîtrisons pas le langage articulé par les concepts, dit Edith Stein, l'individu est prisonnier de sa vie psychique. Il subit passivement ce qu'il éprouve, ne pouvant pas l'organiser pour lui-même et l'énoncer. Éric Orsena, de l'Académie française, a établi qu'il y a un lien direct entre la violence et la non-maîtrise du langage. Un individu qui est prisonnier de ses états intérieurs, qui ne peut pas les exprimer et les organiser au moyen du langage, va être acculé à la violence pour se libérer de cela. Second aspect de l'enseignement, c'est la transmission d'un contenu. On ne forme pas simplement des aptitudes au questionnement au moyen de méthodes particulières. L'école a mission, dit Edith Stein, de transmettre une culture. Parce que l'homme est enraciné dans le monde de l'esprit et pas simplement dans le monde matériel. L'esprit humain, je la cite, est fait pour créer la culture. Il ne peut s'épanouir totalement s'il n'entre pas en contact avec des domaines culturels divers. Nous entendrons par culture l'ensemble des créations objectives de l'être humain à travers lesquelles l'expérience humaine s'exprime.
Qu'est-ce qu'un objet culturel? C'est un produit matériel rempli d'esprit, dit Edith Stein. C'est-à-dire que les œuvres, quel que soit le domaine, sont des manifestations homogènes, des configurations, sous la forme d'œuvres, d'expériences fondatrices. Le noyau d'une œuvre est toujours une expérience vivante. Les êtres humains ont fait l'expérience de la peur, de l'effroi, de la beauté, de la douleur, du terrassement. Et tout cela, ils l'ont exprimé à travers des mythes, à travers des tragédies, à travers des musiques. Tout objet culturel est une sédimentation d'expériences vivantes. Cela veut dire que, en étant au contact d'un objet culturel, on ne fait pas que collectionner un contenu de savoir, on est mis au contact avec une expérience humaine universelle qui me permet de me rattacher à une humanité, de laisser résonner en moi une telle expérience. Je lis Sophocle, je lis Antigone, ou je lis Goethe, ou je lis Shakespeare, j'écoute Bach, et j'éprouve quelque chose, dans un langage qui n'est pas forcément le mien, d'une expérience humaine fondamentale. Les œuvres sont donc chargées de ce qu'Edith Stein appelle des valeurs. Et quand on enseigne et qu'on transmet un contenu, on met un être humain au contact de mondes de valeurs. Qu'est-ce qu'une valeur? C'est ce qui fait que un objet, un bien, un objet est appelé un bien, c'est-à-dire, dit Edith Stein, nous appelons valeur ce qui fait qu'un bien peut être accueilli à l'intérieur de l'âme. Accueilli. Donc, la valeur d'un bien sera dite positive lorsque ce bien, pour celui qui l'accueille, représente une possibilité de perfectionnement. La valeur d'un bien est dite positive si ce bien est capable d'entrer en adéquation avec la réalité qu'il accueille, notre essence, et de nous permettre de nous déployer dans le sens de notre essence. C'est-à-dire dans le respect de notre dignité d'être rationnel, libre, etc. Vous comprenez bien que pour Edith Stein, toutes les valeurs ne s'équivalent pas. L'homme devant préférer celle qui contribue à son humanisation et pas à sa défiguration, à son avilissement. Ainsi, le respect de la dignité humaine, ou d'œuvres au contraire qui pourraient dégrader cette dignité, est une réflexion que doit mener tout éducateur, tout enseignant. Alors, j'avance je laisse de côté un certain nombre de choses sur les valeurs, on pourra y revenir, parce qu'Edith Stein a développé une réflexion sur les valeurs. Edith Stein considère que une personne humaine, et c'est un autre aspect de son anthropologie, un être humain est doté d'une capacité au contact d'un objet culturel, d'une capacité à s'ouvrir au monde des valeurs contenues par les objets culturels. Quand on est au contact, quand un enfant ou un jeune est au contact d'une œuvre écrite ou d'une œuvre écoutée, il n'est pas qu'au contact de sons ou de concepts, il est au contact, on l'a dit, d'un monde de valeurs. Pour Edith Stein, il y a donc en l'être humain une capacité d'accueillir dans les objets culturels leur dimension intérieure. Et cela veut dire que l'éducation devra développer cette capacité d'un être humain non seulement à connaître et à comprendre intellectuellement le contenu d'une œuvre, son contexte historique, les influences idéologiques de l'œuvre, mais à entrer en connivence avec la vie de l'œuvre. Mais cela suppose un travail sur l'intériorité. Cette réceptivité aux valeurs dépend de ce qu'Edith Stein appelle le sens affectif, le Gemut, le sens affectif. La personne humaine est dotée d'une capacité
d'intérioriser les valeurs contenues dans les œuvres. C'est pour ça que ce n'est jamais anodin. Le contact avec les objets culturels n'est jamais anodin. Au contact d'un objet culturel, en fait, nous avons contact avec un monde de valeurs à chaque fois. Edith Stein ne dit pas qu'il faudrait pratiquer l'autodafé et brûler des œuvres et ne retenir que d'autres œuvres. Non. Mais elle dit aucun éducateur ne peut ignorer que la transmission des œuvres doit s'accompagner de la capacité éthique au discernement. On ne peut pas faire avaler n'importe quoi aux personnes au motif que ça fait partie du patrimoine culturel. Bien sûr, il faut les informer de courants d'idées et d'œuvres qui font partie d'un patrimoine, mais il faut être capable aussi d'interroger les valeurs engagées par certaines œuvres. Un caractère, c'est-à-dire de propriétés psychiques individuelles qui nous distinguent les uns des autres et qui font que nous réagissons différemment à un même domaine de valeur. Exemple. Devant une œuvre d'art, nous pouvons comprendre en commun un discours sur la beauté ou la joie ou l'effroi, mais nous vivons chacun d'une manière unique ce que nous comprenons en commun. Et cela tient en partie au tempérament de l'individu pour Edith Stein, à ce qu'elle appelle des traits originaires singuliers. Pour cette raison, Edith Stein invite l'éducateur à être attentif au caractère aussi des élèves. Je la cite. Connaître l'enfant signifie respecter aussi ce qui est propre à chaque enfant, détecter cette orientation vers tel ou tel domaine. Nous ne sommes pas tous également aptes à tout. Ces aptitudes naturelles, comme elle les appelle, liées au caractère, peuvent être développées, affinées par l'usage, ou au contraire atrophiées. Si on ne met pas un enfant qui aurait des dons artistiques au contact de l'art, ces dons ne suffiront pas à déployer des aptitudes. Ces dispositions de l'être humain, donc, indiquent des domaines à l'égard desquels il pourra être plus ou moins doué. Et il y a un dernier point, alors qui fait problème, avant de conclure avec la dernière dimension, c'est qu'Edith Stein considère que, outre la nature humaine générale, outre les propriétés singulières, le caractère, la singularité de chaque individu relève de ce qu'elle appelle le noyau de l'âme. L'anthropologie d'Edith Stein pose qu'il y a pour chacun une individualité absolument intangible, indestructible, qui est le noyau de la personnalité, et que personne n'arrive à pénétrer complètement. On n'arrive jamais à connaître parfaitement notre propre individualité. Ce noyau de la personnalité, dit Edith Stein, il impose des limites au processus éducatif. Un individu, en un sens, du fait de son noyau, du fait de son individualité, n'est pas uniformément apte à tout. Mais attention, Edith Stein n'entend pas cela comme un déterminisme. En termes musicaux, ce serait plutôt une sorte de partition intérieure, une sorte de structure intérieure, un être humain pouvant développer cette partition selon un répertoire dans le domaine qui lui est propre. Edith Stein est donc opposé à tout projet collectiviste en matière d'éducation. Il y a un moment où l'éducation doit aller jusqu'à permettre à un être de s'éveiller à ce pourquoi il est fait, compte tenu de ce qu'il est intimement. Il faut donc toujours compter
avec la liberté d'une part, mais des données, comme celle du noyau ou du caractère, qui ne sont pas totalement suppressibles, ce qui limite en partie le travail éducatif. Edith Stein nous dit à ce sujet, la nature d'un être fixe des limites au travail éducatif. La nature de l'enfant est telle qu'on ne peut pas en faire tout ce que l'on voudrait. La liberté de l'enfant peut même s'opposer à l'éducation et ruiner les efforts de l'éducateur. Edith Stein prend donc en compte les limites de la nature de chacun, la liberté de l'individu qui peut se fermer aux influences éducatives et les insuffisances de l'éducateur lui-même. Le caractère limité de la connaissance de l'éducateur, de ses possibilités. Tout ceci, et donc vu le temps qui me reste, je vais plutôt aboutir brièvement, mais peut-être que l'échange permettra de développer. Tout ceci conduit à Edith Stein donc à considérer que, au plan naturel, le but de l'éducation, je la cite, est de former les différentes facultés de l'être humain, celle du corps, celle de l'esprit, pour que chacune de ces dimensions reçoive au mieux ce qui lui revient de droit, sans que l'une soit développée au détriment de l'autre. Pour cela, il faut qu'un ordre soit conservé. Le corps, il faut qu'un ordre. Pour cela, il faut qu'un ordre soit conservé. Que le corps reste subordonné à l'âme, que les facultés inférieures restent au service des facultés supérieures. Donc, pour Edith Stein, il y a une sorte d'architecture harmonieuse d'un être humain qui, au maximum, doit tendre à ce développement intégral de sa personnalité. Compte tenu des limites que nous avons soulignées, les efforts de l'homme ne suffisent pas à conduire un être humain au déploiement de son humanité. Les meilleurs efforts ne nous garantissent pas la réussite du geste éducatif. Edith Stein parlera de l'humilité, dans laquelle tout éducateur doit se trouver. Et c'est l'une des raisons pour Edith Stein pour lesquelles elle admet, a fortiori en tant que chrétienne, que la grâce est une force formatrice avec laquelle l'éducateur a fortiori chrétien doit compter. C'est-à-dire que l'éducation est une co-création pour Edith Stein. Une collaboration entre les efforts de l'homme et la force formatrice de la grâce. Cela signifie bien évidemment qu'il y a une destination surnaturelle de l'être humain. La force formatrice de la grâce, la puissance de la grâce, permet l'être humain de parvenir à un déploiement de son humanité qui le rapproche de sa fin ultime. L'éducation pour Edith Stein n'a pas seulement pour but de former un être humain qui agit selon les lois de la raison, qui discerne éthiquement dans ses choix, mais aussi de conduire un être humain dans la quête de la plénitude du sens. Tout être humain cherche la plénitude du sens, c'est-à-dire une signification capable d'assumer le réel, de lui conférer cohérence, une raison d'être qui permette de donner orientation à sa vie, une raison de vivre. Tout être humain
aspire à cette plénitude du sens, et pour Edith Stein, cette plénitude, il ne peut pas la trouver complètement dans l'ordre relatif des achèvements naturels, humains. L'homme n'est pas la seule mesure de l'homme. Et c'est là que, pour Edith Stein, la puissance de la grâce doit être intégrée à une conception de l'éducation qui veut conduire l'être humain jusqu'à la plénitude de ce à quoi il aspire. Ce qui signifie, pour Edith Stein, vivre dans l'ouverture au Créateur. Sachant que, pour Edith Stein, cela suppose, à un moment, à l'esprit humain, de s'ouvrir au domaine de la révélation. Je cite, « Si la pédagogie renonce de puiser dans la révélation, elle risque de manquer les choses les plus essentielles que nous pouvons savoir au sujet de l'être humain. En l'occurrence, sa finalité ultime et le chemin qui y conduit. Ainsi, si la pédagogie se coupe de la révélation, elle se coupe de la possibilité de déterminer son objet. Puisque si l'éducation vise à conduire un être humain vers une fin, et si l'on pose, eu égard à la recherche d'une plénitude de sens, que cette finalité se comprend dans l'ouverture de l'être fini à l'être éternel, alors l'ouverture au domaine de la révélation par la foi, dit Edith Stein, s'avère légitime. Dans ces conditions, l'éducateur est un co-créateur, écrit-elle. Je conclus, vous trouverez de toute façon dans les différents ouvrages le développement très précis de ces points. Pour Edith Stein, quel est le but ultime de l'éducation dans le cadre, vous l'avez compris ici, à ce deuxième niveau, d'une éducation qui repose sur une anthropologie théologique. Ici, Edith Stein a franchi le pas, elle le dit très clairement, entre une anthropologie strictement philosophique et une anthropologie théologique. Pas qui est franchi, légitimement selon elle, en tant que la raison humaine n'a pas seule les moyens d'accéder à la totalité de la vérité à laquelle elle aspire et du sens auquel elle aspire. Ce but de l'éducation, tel que la révélation, si ceci est posé, nous permet de le déchiffrer, elle le trouve dans la personne du Christ, justement, comme plénitude du sens. Plénitude du sens. Éduquer, dit Edith Stein, suppose de connaître la véritable nature humaine, c'est-à-dire son image parfaite et idéale. Or, aucun regard simplement naturel ne peut pénétrer cette connaissance. C'est pourquoi l'image de la nature humaine dans sa perfection et sa complétude, nous la trouvons parmi nous dans le Fils de l'homme, Jésus-Christ. Sous une forme visible, nous avons sous les yeux le but éducatif dans la personne du Christ. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'Edith Stein, ultimement, considère qu'il faut étendre les limites de ce que l'on entend par éducation habituellement, elle l'écrit, en considérant qu'une éducation menée jusqu'en ce point devient un chemin de sanctification. Le but du déploiement de l'être humain, c'est la sainteté.
Bien évidemment, cela requiert, vous l'avez compris, l'accueil de la force formatrice de la grâce dans les sacrements, la vie d'union à Dieu et de prière, la pratique des vertus théologales et morales, dont la manifestation la plus simple et la plus objective pour Edith Stein est le fait de vivre ce qu'elle appelle en enfant de Dieu. C'est-à-dire de vivre dans cette disposition qui est celle même du Christ, dit-elle, et que les mystiques reconnaissent comme étant le signe de l'union avec Dieu, l'abandon de la volonté humaine à la volonté divine, qui est, écrit-elle, l'acte le plus libre de la liberté. Les saints sont pour Edith Stein les êtres humains les plus accomplis. Les saints sont pour Edith Stein les êtres humains parvenus à la plénitude de leur... Les saints. Très bien. Sfinții sunt pentru Edith Stein măsura plenitudinii. L'état d'enfant de Dieu, son suprême accomplissement dans la gloire, est le but fixé par l'ordre de la création et de la rédemption. Mais il dépend de notre coopération. C'est pourquoi le travail éducatif doit également embrasser ce but surnaturel. Je crois que je vais m'arrêter là. Voilà, j'ai des questions. Après, bien sûr, dans le détail, vous verrez dans les différentes études. Mais, si vous voulez, je ne pouvais pas, si on s'intéresse à cette ligne éducative, on ne peut pas l'interrompre dans son déploiement. Parce que pour Edith Stein, une éducation qui se pense en termes de performance, d'acquisition de compétences simplement techniques, même brillantes, ne suffira jamais à satisfaire les aspirations de l'être humain. Je reprends pour conclure ce mot de Karl Rahner. L'homme est et demeure l'être de la transcendance. Et ce mot de Zoe Dimitrescu-Bușulenga que j'ai mis dans mon livre, ne pas perdre la verticalité. Merci. Cătălin Popa, care a făcut un efort extraordinar, nu numai că vorbește extraordinar franceză și a putut să traducă în timp real, dar are și capacitatea să înțeleagă limbajul acesta filozofic. Dacă aveți pentru domnul Eric Derius întrebări, le ascultăm, le traducem, vă răspundem. Peut-être il est prématurément de poser des questions en un discours tellement bien dit. Quand on commence comme ça, c'est plutôt inquiétant. Seulement quelques ajouts et peut-être un étonnement. Voilà. Nous avons vu que selon Edith Stein, à la base de toute éducation se trouve une anthropologie, l'anthropologie de la philosophie perennis de Saint Thomas, d'Aristote, Augustin bien sûr, une anthropologie qui mise sur le développement de l'être humain. L'être humain est un être stadial qui passe d'une étape à l'autre et dont la finalité et comme vous avez dit à la fin, self-transcendant. Un argument très bon pour cette vision vient même d'une personne qui avait partagé dans certaines étapes de sa vie le destin de Edith Stein, respectivement d'Hannah Arendt.
Elle a un petit texte dans le volume La crise de la crise de la culture, culture. oui, la crise de l'éducation, dont elle dit la chose suivante. La plus grande faute de l'éducation moderne est celle de fixer l'enfant dans une âge figé, de l'infantiliser à la vie et de voir l'éducation comme une manière de jardiner cet âge. Mon étonnement est le suivant. Nous avons non seulement cette vision stadiale et évolutive de la vie humaine dans l'anthropologie chrétienne elle-même, mais nous avons une autre vision qui met l'accent sur quelque chose qui arrive, quelque chose qui se produit à un certain moment et nous met dans une abîme dans lequel nous découvrons ce qui dépasse ce que l'école peut faire. C'est l'idée de Simon Weil, de son petit texte. Bon usage de l'amour de Dieu dans les études scolaires. L'amour de Dieu, voilà. Qu'est-ce qu'elle dit là? Elle dit la chose suivante. Nous essayons de résoudre un problème de mathématiques, par exemple. Et nous nous efforçons, nous déposons beaucoup d'efforts dans ce travail et nous n'arrivons pas à aucune fin. Mais à un certain moment, nous avons sorti du cercle de préoccupations qui nous déterminent dans les contextes de la problème. Oui. Nous avons passé au-delà dans une autre dimension qui, d'une certaine manière, reconstitue tous les tracés, qui nous donne une autre vision sur ce que nous faisons. Et cette dimension, c'est similaire à ce que nous pouvons obtenir dans la prière. Ce n'est pas la vision évolutive, c'est une rupture, Oui. c'est une choc. Alors, vous me permettez de... chez Simone Weil, c'est toute la théorie de l'attention Oui. qui est développée comme ouverture à la vérité, comme je cite Simone Weil, l'attention est la substance même de la prière, justement, et elle dit, au fond, un élève qui a fait attention simplement à la correction d'un devoir, où il n'observe pourtant que des erreurs, ou dans un problème, a développé en lui un habitus spirituel qui l'ouvre à ce qui dépasse les modalités du simple exercice scolaire. Et donc il y a là une forme d'expérience de la transcendance. Mais justement, Edith Stein, c'est le même étonnement que l'on peut éprouver chez Edith Stein quand elle parle des biais culturels. Quand j'explique un texte littéraire ou philosophique, je donne un certain nombre d'éléments liés au contexte. Je forge en l'esprit de l'élève un habitus intellectuel, c'est-à-dire repérer le thème, la thèse, la problématique, les arguments. Mais la finalité, ou comme dirait Pascal, la pensée de derrière, c'est bien évidemment que toute cette technique ne m'enferme pas. Elle est ce qui va rendre possible cette expérience de la liberté où l'élève entre en conversation intérieure avec la signification profonde d'un texte. Et là, c'est une expérience de la transcendance. Pourquoi? Parce que, en se rattachant à l'universalité d'un questionnement à travers le texte, il transcende son subjectivisme. Il fait une expérience de la transcendance. Et Edith Stein elle-même, en 14-15, à l'écoute d'une cantate de Bach, elle n'est pas du tout convertie à l'époque. Et plus tard, en relisant cette expérience fondatrice, à un moment où elle est au fond du trou, bien sûr, en tant qu'Allemande, elle a entendu parler de Bach. Bien sûr, à l'occasion d'un anniversaire de la Réforme, on interprète une cantate. Le titre de cette cantate est le refrain qui la marque. Dieu est ma forteresse. Elle écrira à la fin de sa vie le château intérieur, la forteresse.
elle cherchera Emet en hébreu, le sol, le roc, la forteresse. C'est déjà cette expérience qu'elle fait, presque à son insu, cette rupture en effet. Mais elle ne métabolise pas ce qui se passe alors. C'est-à-dire que ce qui est déposé là, on doit accepter dans ce cas, si on vous suit, que ce qui est déposé là n'est pas non plus totalement sous la main de celui qui en est l'objet. Ça nous échappe autant qu'à lui. Et ça l'inscrit dans un processus, justement, dont on ne maîtrise pas tout. Voilà. Mais, en tout cas, au plan naturel, la transmission des biens culturels est pour Edith Stein un lieu objectif d'une expérience, d'une certaine forme de transcendance. Il me paraît que chez Edith Stein, nous avons affaire avec une sorte de correspondance par adéquation progressive à quelque chose de transcendant. Au contraire, chez Simone Weil, nous avons une sorte de saut suivi par une conversion de regard. Edith Stein est lectrice de Kierkegaard qui parle du saut de la foi. Alors, chez Edith Stein, oui et non. Elle expérimente ce saut dans... Elle en parle elle-même d'ailleurs, quand elle va rentrer au Carmel, elle dit « Je dus effectuer seul le saut de la foi ». C'est écrit. En même temps, pourquoi y a-t-il saut? Parce que l'initiative ne vient pas de moi. Il est là le saut. C'est-à-dire, si vous parlez de saut, il faut précisément parler d'un saut qualitatif et pas quantitatif. Edith Stein admet le changement qualitatif. Quelle est l'origine du changement qualitatif? C'est que je n'ai pas l'initiative de ce qui se passe. Il est là, l'essence du saut. Il faut remonter jusque-là. Mais le changement qualitatif s'étant produit, il m'inscrit dans une dynamique dont rien n'empêche qu'à la lecture des mystiques, elle relève les étapes, non pas comme devant, ce sont des distinctions de raison, parce qu'elle a bien conscience que les choses ne se passent pas de façon programmatique, mais ce sont malgré tout, quand Thérèse d'Avila ou Saint Jean Lacroix écrivent ce qu'ils écrivent, ils indiquent bien des étapes. Edith Stein est la première à savoir que cela n'oblige Dieu à rien, et que ces étapes ont une cohérence propre, mais que rien n'empêche, elle en fait l'expérience dans l'acte de la foi, elle ne pouvait pas se donner la foi, pendant longtemps elle aurait voulu croire, elle n'y arrivait pas, et elle a l'expérience de ce changement qualitatif, mais il n'y a pas d'opposition, si vous voulez, entre le saut qualitatif, et donc la rupture dont vous parlez, et une soi-disant, un déploiement soi-disant par étapes logiques qui se suivraient. Il n'y a pas d'opposition pour Edith Stein. Il y a la possibilité de faire droit au saut qualitatif et à une cohérence à laquelle la raison peut se rapporter. Voilà. Une dernière ajout. Nous, le roumain, nous avons deux histoires communes avec Edith Stein, mais par des intermédiaires. Il y a un très beau film, réductif comme tous les films, sur Edith Stein, fait par une metteur en scène hongroise, Marta Mészáros, dont le rôle d'Edith Stein est interprété par une comédienne roumaine, Maia Morgenstern. Quel est le titre, pardon, du film, si vous le titre du traduisez? film, c'est La Settima Stanza. Ah oui, le septième saut. Oui. Et la deuxième chose, c'est le fait que la biographie française d'Edith Stein est écrite par la même écrivain, Elisabeth de Miribel, qui a écrit la biographie du Monseigneur Vladimir. Mais oui. Elle a écrit à la fin de sa vie à Florence, alors qu'elle est... Oui. Et elle est passée par le... C'est merveilleux, oui, je n'avais pas fait le lien entre, bien sûr, Elisabeth de Miribel, qui écrit comme l'or passé au creuset, et c'est elle qui a réuni les premiers textes, alors qu'elle était au Carmel, après sa carrière de diplomate, les premiers textes d'Edith Stein, en effet. Et c'est vrai qu'elle finit par Vladimir Guica. Ouais. C'est très très beau que vous me rappeliez ce lien. Merci. Vă mulțumim foarte mult. Mai avem întrebări?
Dacă nu vreți să le rostiți într-un cadru așa larg, putem să trecem afară, mai avem ceai, cafea, nu știu dacă mai beți la ora aceasta, limonadă, puteți să mai stați la o discuție, pentru că exact acesta este și rolul conferințelor noastre. Am vrea să mulțumim celor care ne-au ajutat pentru a organiza această seară. Este vorba despre Volvo România, cei care au suportat o parte dintre cheltuieli, editura Spandungino și, bineînțeles, partenerii noștri. Această conferință a avut loc la inițiativa Liceului Greco-Catolic Iuliu Maniu din Oradea și parteneri sunt Asociația Cultură Mișcare, Fundația Comunitară, Inspectoratul Școlar Județean și, am uitat pe cineva? Radio Maria. Eu vă mulțumesc. Domnul Cătălin Popa vrea și dânsul să vă spună câteva cuvinte și vă așteptăm la următorul eveniment. Doream doar să vă spun că aceste întâlniri încercăm să le ducem și către cei mai mici, către studenți, către liceeni. Cultura este în mișcare și am dorit să păstrăm un cadru la fel de select. Este bine să ne simțim bine și aceștia să se simtă bine. În hol veți găsi un bol în care, dacă veți dori să faceți un obol, va fi bine primit. Vom merge către tineri, către liceeni, sperând să le putem aduce și lor ceea ce vă aducem dumneavoastră. Vă mulțumesc frumos!